Depuis 20 ans, Madagascar avance à tâtons dans une nuit prolongée de promesses brisées, d'hôpitaux éteints, d'écoles fermées et de quartiers sans souffle. Quand une panne, fin septembre, a duré 20 heures, la génération Z a levé ses téléphones comme des torches, chantant qu'elle ne voulait pas le pouvoir mais la lumière. À travers l'océan, l'exemple d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso rappelait qu'un soldat peut rallumer une nation en réparant avant de gouverner, en quittant les cérémonies pour l'atelier. Alors, si la lumière devient une action mesurable, que reste-t-il vraiment aux ténèbres aujourd'hui ? La panne n'était pas qu'électrique, elle était en morale. Pendant que les turbines s'arrêtaient, la patience d'un peuple se consumait. Les jeunes, nés dans l'obscurité, ont compris que chaque heure sans lumière était une année perdue pour leur avenir. Ils ne réclamaient pas seulement de l'électricité, mais la dignité d'exister sans dépendre d'un interrupteur d'État. Quand Ibrahim Traoré au Burkina Faso affirmait que le pouvoir appartient au peuple, beaucoup à Antananarivo entendaient un écho familier. Ce n'était plus une revendication d'énergie, mais une demande de souveraineté, celle de décider comment brille la lumière. Car là où l'État éteint ses promesses, la société rallume ses torches. La promesse de cette révolte n'était pas la vengeance, mais la réparation. Prouver qu'un pays peut se relever par la main de ceux qu'on avait laissés dans le noir. Et si derrière chaque ampoule se cachait la question la plus brûlante du continent, qui tient vraiment le fil du pouvoir ? Les tiens. Le chiffre tomba comme une gifle. En 2025, seulement 36% des Malgaches avaient accès à une électricité constante et moins d'un foyer sur 5 dans le sud rural voyait encore la lumière après le crépuscule. Ce n'était pas une panne passagère, c'était une statistique devenue mode de vie. Le joyau de l'océan Indien s'était changé en île des bougies et des générateurs, là où l'espoir se rechargeait dans les stations-service. Mais la révélation alla plus loin. L'obscurité n'était pas un accident. Une note du ministère de l'Énergie, divulguée en septembre, révélait que des millions de litres de carburant destinés aux turbines avaient été détournés pour l'exportation privée. Le silence de 20 ans prit soudain un sens. On ne manquait pas d'électricité, on manquait d'honnêteté. Dans les rues d'Antananarivo, la colère prit la forme d'un éclair. Des étudiants, des infirmières, des ouvriers frappaient sur des casseroles, scandant « Nous ne voulons pas de pouvoir, nous voulons lumière ». La scène rappelait une autre capitale, Ouagadougou, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré avait transformé la frustration populaire en doctrine d'action. Au Burkina Faso, il avait dit « Nous ne gérons pas les problèmes, nous y mettons fin ». À Madagascar, la génération Z reprenait cette phrase comme un mot d'ordre, preuve que l'étincelle d'un pays peut voyager par-delà les océans. Les observateurs étrangers virent un soulèvement. Les Malgaches, eux, parlèrent d'un réveil. Chaque panne devenait un miroir, chaque bougie un bulletin de vote. Et quand un colonel, nommé Arena Michael Randrian, sortit de l'ombre pour dire « Si l'État ne peut apporter la lumière au peuple, le peuple l'apportera à l'État », la nuit cessa d'être un décor. Elle devint un champ de bataille. Ainsi commença la révolution des lampes levées, où la souveraineté se mesurait non pas en discours, mais en kilowatts retrouvés. Le colonel Arena Michael Randrian n'était pas un homme de slogan, mais de gestes. Ancien officier des unités d'élite, formé dans l'ombre, il avait vu trop de promesses se consumer pour continuer à saluer dans le noir. Quand les manifestations s'étendirent, il ne donna pas l'ordre de tirer, il donna l'ordre d'écouter. Cette désobéissance devint le premier courant d'une nouvelle ère. Le 2 octobre au matin, les chaînes nationales cessèrent d'émettre leurs bulletins habituels. Un écran blanc s'afficha, porteur d'un seul message. « Nous avons pris le pouvoir ». Sous cette phrase, une signature, colonel Arena Michael Randrian. Le pays retint son souffle. Aucun coup de feu, aucun char dans les rues, seulement des soldats gardant les boulangeries, des civils protégeant les écoles. Madagascar venait de basculer, mais dans un calme étrange, celui des nations qui choisissent la réparation au lieu du chaos. Quelques heures plus tard, le colonel apparut sur les marches du ministère de l'Énergie, non pas en uniforme de parade, mais couvert de poussière. Nous ne réglerons pas ce problème en discours, mais en action. Cela commence aujourd'hui, déclara-t-il. Ces 4 mots, à partir d'aujourd'hui, devinrent un hymne. Des centaines de jeunes se mirent à repeindre les murs avec ce slogan, comme pour rappeler que la lumière ne vient pas d'un décret, mais d'un effort partagé. Ce jour-là, à Antananarivo,
Un officier devint symbole et un pays retrouva le courage de regarder son avenir en face. Ibrahim Traoré aurait sans doute reconnu ce moment, celui où la dignité se rallume avant même les ampoules. Le 3 octobre à l'aube, Antananarivo s'éveilla dans un silence inhabituel. Les postes de radio grésillaient sans nouvelles officielles, les ministères restaient clos et pourtant personne ne fuyait. Les marchés s'ouvrirent timidement, les enfants observaient les rues vidées de cortèges, puis un murmure parcourut la capitale. Le colonel a tenu parole. Au centre de la ville, les projecteurs de la centrale électrique de Jurama, longtemps morte, clignotaient de nouveau. Un seul générateur, disait-on, mais suffisant pour illuminer un quartier entier après des semaines d'obscurité. Les images firent le tour du pays, des visages baignés de lumière, des mères pleurant devant une ampoule, des enfants applaudissant le retour d'un bruit oublié, celui du courant. Le symbole dépassait la technique. C'était un acte de foi. Pour la première fois depuis 20 ans, la lumière ne venait pas de l'extérieur, mais du peuple lui-même. Les techniciens, impayés depuis 6 mois, reprirent le travail sous la protection de jeunes volontaires. Dans les rues, les anciens parlaient de renaissance, les jeunes de devoir, mais chaque flamme attire aussi l'ombre. Les chancelleries étrangères réagirent avec prudence, un nouveau coup d'État africain selon certaines dépêches. Les chancres de la diplomatie préféraient le mot stabilité à celui de courage. Pourtant, à travers le continent, la nouvelle inspirait. On parlait du modèle burkinabé, du courant de Traoré qui se propageait jusqu'à l'océan Indien. Le parallèle s'imposait. 2 officiers refusant les privilèges pour réparer les fondations de leur pays. Ibrahim Traoré au Sahel, Michael Randrien dans l'océan, 2 trajectoires alignées par une même idée, le leadership comme service. Dans les jours suivants, les initiatives se multiplièrent. Des étudiants en ingénierie formèrent des brigades pour réhabiliter les transformateurs. Des quartiers organisèrent des tours de garde afin d'éviter le pillage. Un hashtag devint viral, Lumière du peuple. Le mouvement gagnait non seulement la rue, mais aussi la conscience collective. Les panneaux solaires furent repeints aux couleurs nationales et les messages de soutien affluaient du Burkina Faso, du Mali, du Niger, les pays qui avaient déjà embrassé l'idée que la souveraineté commence avec la réparation. Pourtant, sous cette euphorie, un doute persistait. Combien de temps cette lumière pourrait-elle durer ? Le colonel le savait. Un générateur allumé n'efface pas 20 ans de corruption. Mais il comprenait aussi que chaque kilowatt produit localement était une victoire politique, un souffle d'indépendance. Dans un discours improvisé, il résuma la mission. Nous ne sommes pas venus gouverner, mais remettre les circuits dans les mains de ceux qu'ils servent. Ainsi se clôtura la première semaine de la Révolution silencieuse. Pas de tir, pas de défilé, mais le son d'une turbine qui renaît et le regard d'un peuple qui s'allume. La transition n'était pas militaire, elle était morale, et au cœur de cette lumière fragile se dessinait déjà la question suivante. Comment transformer une étincelle en système ? Les chiffres racontent une révolution plus précise que les slogans. Avant la prise de pouvoir du colonel Randrian, la production nationale d'électricité plafonnait à 81 MW pour plus de 28 millions d'habitants, un ratio inférieur à celui de la plupart des pays du Sahel. 3 mois plus tard, ce chiffre atteignait 570 MW, soit une augmentation de 35%, dont la moitié provenait de réparations locales et non d'importation. Derrière ces pourcentages, il y avait des mains, celles des techniciens de Jurama et des étudiants volontaires des écoles polytechniques. Un autre indicateur traduisait le même élan. Le nombre de foyers connectés à une source stable d'énergie passa de 11 millions à 2 millions en 6 semaines. Chaque branchement représentait une promesse tenue, et même si les chiffres semblaient modestes à l'échelle mondiale, ils symbolisaient une dynamique, celle d'une souveraineté qui se mesure en ampères. Le colonel répétait souvent « 1 kilowatt réparé par nos propres moyens vaut 10 importés ». Cette équation morale devint un principe de gouvernance. Dans les régions rurales, les progrès étaient plus lents, mais visibles. À Ambodi et Androy, une école sur 3 avait retrouvé la lumière. Les hôpitaux de district, autrefois plongés dans l'obscurité après 20 heures, fonctionnaient désormais jusqu'à minuit. Le gouvernement de transition affirma que les interventions d'urgence avaient permis de rétablir 72% des réseaux secondaires endommagés. Les observateurs indépendants confirmaient la tendance,
tout en notant l'absence de moyens modernes. La plupart des réparations reposaient sans mettre sur le recyclage d'équipements abandonnés. Ce réalisme technique fut salué par plusieurs capitales africaines. À Ouagadougou, une délégation burkinabé rendit hommage à ce qu'elle appela la doctrine de la lumière réparée, un concept directement inspiré du pragmatisme d'Ibrahim Traoré. Pour eux, le parallèle n'était pas symbolique mais stratégique, prouver qu'un État peut se relever sans dépendre d'un prêt étranger ni d'un convoi d'experts. Cependant, la montée en puissance de cette production souleva aussi des inquiétudes économiques. Les anciennes élites, dépossédées de leurs contrats d'importation, dénonçaient une gestion populiste. Mais le peuple voyait les ampoules rallumées, pas les bilans comptables. La popularité du colonel culminait à 82% selon un sondage local, un record dans l'histoire du pays. Cette adhésion ne tenait pas à un culte de la personnalité, mais à une expérience concrète. La lumière comme preuve de dignité. Chaque mégawatt regagné devenait un argument politique. Chaque compteur rallumé, un vote silencieux. Et derrière ces données se dessinait une équation plus profonde. Quand une nation répare son infrastructure, elle répare aussi son image d'elle-même. Le Burkina Faso l'avait démontré avec Traoré. Madagascar venait d'en fournir la mesure chiffrée. Les critiques n'ont pas tardé. À Washington, on parla d'un glissement autoritaire sous couvert de réforme. À Paris, certains diplomates dénoncèrent un effet de contagion Traoré menaçant l'ordre établi. Les éditoriaux occidentaux, obsédés par le mot coup d'État, oubliaient souvent le mot coup de main. Ils virent un uniforme. Les Malgaches, eux, voyaient un outil. Pourtant, le débat ne se résume pas à une opposition entre l'Occident et l'Afrique. Des intellectuels africains eux-mêmes posèrent la question. La volonté de réparer peut-elle devenir un prétexte pour gouverner sans contrôle ? Cette interrogation n'est pas vaine. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré y fut confronté lorsqu'il affirma que la souveraineté ne se mesure pas aux élections, mais à la capacité d'agir. Ses adversaires lui reprochèrent de confondre efficacité et légitimité, mais lui répondit « Ce n'est pas la durée du mandat qui fonde la justice, c'est la durée de la lumière qu'on laisse après soi. » Le colonel Randrian adopta une position similaire. Lors d'une conférence de presse, il déclara « Nous n'avons pas pris le pouvoir pour le garder, mais pour le réparer. » Cette phrase fit sourire ses détracteurs, mais elle fit réfléchir ses partisans. Et si le véritable autoritarisme était celui des systèmes incapables de se corriger, les sceptiques parlaient de dérive militaire, mais oubliaient que le silence précédent fut civil, démocratique et stérile. Un jeune ingénieur résuma ce dilemme mieux que quiconque. Avant, nous votions dans le noir. Aujourd'hui, nous débattons à la lumière. Ce constat, simple et brutal, défiait la rhétorique des chancelleries. Ce que l'on appelait populisme n'était peut-être que le retour du concret, réparer avant de promettre. Ainsi, le Stillman de cette révolution tient en une phrase. Il est possible de reconstruire la légitimité non pas par le verbe, mais par le voltage. Et si l'efficacité devient le nouveau langage politique, alors peut-être que la démocratie africaine vient de changer de fréquence. Une lumière devient un cri. Cette phrase apparut un matin sur les murs d'Antananarivo, peinte à la main par des adolescents couverts de poussière. Elle résumait tout. La transition n'était plus un simple ajustement politique, c'était une mutation de conscience. Les gens avaient cessé d'attendre le changement. Ils l'alimentaient eux-mêmes, fil après fil, geste après geste. À midi, le colonel Randrian visita la centrale de Jurama sans escorte. Devant les turbines réparées, il déclara « Nous ne cherchons pas à briller, nous cherchons à durer ». Ces mots, sobres et directs, résonnèrent comme une promesse d'équilibre. Les réseaux sociaux, d'abord moqueurs, se transformèrent en relais de mobilisation. Le hashtag « à lumière durable » remplaça peu à peu les slogans de colère. Mais ce milieu de parcours révélait aussi une fragilité. La lumière revenue dévoilait les fissures morales du pays. Certains opportunistes se revendiquaient de la révolution pour accéder à de nouveaux postes. D'autres cherchaient à ranimer l'ancien système sous couvert de loyauté. Le colonel comprit que le plus dur n'était pas d'allumer les ampoules, mais de maintenir l'éthique allumée. Car le vrai court-circuit n'est toujours au cœur des institutions, pas dans les fils électriques. Les effets de la révolution lumineuse se firent sentir dans chaque recoin de Madagascar. Dans les villages du sud,
Longtemps exclus du réseau, les premiers câbles tendus devinrent des symboles de victoire. Les agriculteurs pouvaient enfin irriguer la nuit, les marchés prolongeaient leurs heures et les hôpitaux conservaient les vaccins sans peur de panne. Une vieille femme confia à la télévision : « Ce n'est pas la lumière qui me réveille, c'est l'idée que nous l'avons faite nous-mêmes. » Dans les zones urbaines, la transformation fut plus subtile mais profonde. Les jeunes diplômés, autrefois candidats à l'exil, commencèrent à rester. Les universités organisèrent des ateliers sur la réparation citoyenne, un concept inspiré à la fois de la doctrine d'Ibrahim Traoré et du pragmatisme de Randrian. L'énergie devint un langage commun, celui de la contribution. Chaque ampoule rallumée rappelait qu'un peuple pouvait produire sa propre dignité. Le secteur économique suivit cette dynamique. Les petites entreprises d'électricité domestique se multiplièrent, les coopératives locales reprirent la gestion de plusieurs centrales secondaires. Les chiffres du ministère indiquaient une hausse de 12% de l'emploi industriel en 3 mois. Mais au-delà des données, c'était l'esprit d'initiative qui renaissait. La jeunesse appelait cela le courant intérieur. Des startups naissantes liaient énergie et agriculture, tandis que les artisans réparaient les transformateurs avec du matériel recyclé. Sur le plan politique, les tensions se déplacèrent. Les anciens ministres, marginalisés, tentèrent de rallier des segments de l'armée restés fidèles à l'ancien régime. Mais la fracture ne prit pas. Les officiers de terrain se rangèrent du côté du colonel, conscients que le peuple ne tolérerait plus une rechute dans l'obscurité. Une phrase d'Ibrahim Traoré circulait sur les pancartes : « Nous ne cherchons pas des chefs, nous cherchons des serviteurs. » Et ce mot d'ordre devint l'armure morale de tout un continent. Enfin, dans la diaspora africaine, l'écho fut immense. De Paris à Abidjan, les jeunes Africains voyaient dans Madagascar la preuve qu'un État pouvait renaître par la volonté collective, non par décret extérieur. Les analystes parlèrent du syndrome Traoré-Randrian, une contagion du courage. Pour la première fois, 2 nations séparées par des mers vibraient sur la même fréquence, celle d'une souveraineté construite et non donnée. Le colonel résuma lui-même cette mutation en une phrase : « Ce que nous avons rallumé, ce n'est pas la lumière des ampoules, c'est celle des consciences. » Et cette lumière, désormais, ne se mesurait plus en watts, mais en volonté. Le colonel Randrian l'avait promis : 2 ans pour stabiliser le pouvoir, restaurer les services et organiser des élections crédibles. Mais à mesure que les turbines tournaient, la question changeait de nature. Que deviendrait cette révolution une fois la lumière revenue ? 3 trajectoires possibles se dessinaient à l'horizon. En voici d'abord le scénario de base, celui de la consolidation prudente. Le gouvernement de transition parvient à maintenir la production autour de 650 MW, le budget national s'équilibre grâce à la réduction des importations d'énergie et une élection encadrée par l'Union africaine a lieu fin 2026. Madagascar resterait alors un modèle de réforme sans effusion de sang, démontrant qu'une prise de pouvoir peut déboucher sur une renaissance institutionnelle. Le défi ? Éviter que l'élan populaire ne se fige en bureaucratie. Vient ensuite le scénario optimiste, celui de l'intégration continentale. Sous l'impulsion du Burkina Faso et du Mali, le pays rejoint un réseau énergétique panafricain basé sur la coopération technique. Les jeunes ingénieurs malgaches forment des équipes mixtes avec des techniciens sahéliens. Le concept de courant africain devient réalité. Ibrahim Traoré, en visite officielle, salue un continent qui allume ses propres lampes. La symbolique devient politique. Souveraineté partagée, dignité renforcée. Enfin, le scénario pessimiste, celui de la fatigue et le retour des ombres. Les sabotages se multiplient, les fonds manquent et la lumière se raréfie à nouveau. Les anciens réseaux corrompus profitent des lenteurs administratives pour reprendre pied. La population déçue confond réparation et miracle. Dans ce cas, la flamme de la révolution se transformerait en braise tiède. Mais même alors, quelque chose resterait, le souvenir d'avoir osé réparer par soi-même. Entre ces 3 chemins, le colonel se tient sur une ligne fragile, celle où l'action doit rester plus forte que la nostalgie du pouvoir. Ibrahim Traoré l'avait formulé avant lui : gouverner, c'est entretenir le feu sans le dévorer. Et c'est peut-être là que se joue l'avenir de Madagascar, non dans l'éclat, mais dans la constance. La révolution de la lumière n'a pas seulement rallumé des ampoules, elle a rallumé des regards. Dans les rues d'Antananarivo, on croise des visages qui sourient différemment, non parce qu'ils croient que tout ira mieux,
mais parce qu'ils savent qu'ils y participent. Les mères cuisinent à nouveau après la tombée du jour, les étudiants révisent sous des néons qu'ils ont installés eux-mêmes, et les enfants ne dessinent plus des bougies, mais des lampes. Un vieux technicien raconte « J'ai passé 20 ans à réparer pour rien. Aujourd'hui, je répare pour quelqu'un. » Cette phrase, anodine en apparence, est devenue virale. Elle condense la philosophie du moment. La valeur d'un acte ne dépend plus du salaire, mais de la contribution. Ibrahim Traoré, lorsqu'il parlait de leadership par le travail, posait déjà cette idée, qu'une société se refonde quand chacun cesse d'attendre l'ordre pour agir. Dans les marchés, les conversations ont changé. On ne parle plus seulement du prix du riz ou du carburant, mais des progrès de la centrale de Jurama ou de la prochaine zone à reconnecter. Les gens s'approprient le vocabulaire de l'énergie comme on s'appropriate son destin. Et au-delà des chiffres, quelque chose de plus intime s'installe, une forme d'estime collective. La lumière ne divise plus entre ceux qui l'ont et ceux qui l'attendent. Elle unit ceux qui la fabriquent ensemble. C'est peut-être cela la plus belle victoire de ce mouvement, redonner à un peuple le goût de se voir briller dans sa propre lumière. La lumière revenue devait désormais devenir un système. Le colonel Randrian présenta alors une feuille de route en 5 étapes, simple mais redoutablement concrète, un plan pensé non pas pour séduire mais pour fonctionner. D'abord la première étape, réparer, remettre en marche toutes les centrales arrêtées depuis plus de 10 ans avec priorité aux zones rurales. Des brigades mixtes, composées d'ingénieurs civils et de soldats, furent déployées sur tout le territoire. Ensuite, la deuxième étape, connecter, créer un réseau de microcentrales communautaires gérées localement, pour réduire la dépendance au système centralisé. Le mot d'ordre, l'énergie appartient à ceux qui la produisent. Puis, la troisième étape, former. Lancer un programme national d'apprentissage technique pour les jeunes diplômés sans emploi. Chaque stagiaire devait restaurer au moins un transformateur avant la fin de sa formation. Vient la quatrième étape, transférer, confier progressivement la gestion des infrastructures aux communes, accompagnées par des audits transparents et diffusés publiquement. Cette décentralisation fit écho au principe d'Ibrahim Traoré. Gouverner, c'est déléguer le pouvoir sans en perdre la responsabilité. Enfin, la cinquième étape, soutenir. Instaurer un fonds solidaire alimenté par les recettes des exportations minières, destinées exclusivement à la maintenance du réseau électrique. Ainsi, la souveraineté énergétique devenait un cercle vertueux plutôt qu'une dépendance cyclique. Chaque phase avait une échéance, une mesure et un visage. Ce n'était pas un plan de cabinet, mais une carte morale. Et quand les caméras demandèrent au colonel s'il croyait pouvoir tout accomplir, il répondit calmement. Je ne promets pas la lumière pour tous, je promets que personne ne restera dans le noir sans raison. La nuit du 3 octobre est désormais un souvenir collectif. Sur les toits d'Antananarivo, les habitants se rappellent le moment où la première ampoule s'est rallumée. Tremblante, incertaine, mais vivante, cette lumière chancelante était plus qu'un symbole. Elle était la preuve qu'un peuple, lorsqu'il refuse l'impuissance, peut redéfinir son destin. Le colonel Randrian continue de marcher sans cortège, saluant les ouvriers avant les ministres. Chaque fois qu'il prononce ces mots, cela commence aujourd'hui, ils reprennent sens. Et quelque part dans le Sahel, Ibrahim Traoré observe cette lueur qui lui répond comme un reflet lointain de sa propre bataille. 2 hommes, 2 nations, une même leçon. La souveraineté ne s'hérite pas, elle se construit. À Madagascar, la lumière n'a pas effacé les ombres, elle les a rendues visibles. Et c'est peut-être cela, le véritable miracle, ne plus craindre ce que l'on voit. Car la dignité, comme la flamme, ne brûle jamais seule. Elle se transmet, d'une main calleuse à une autre, jusqu'à devenir horizon. La lumière fut d'abord un espoir. Aujourd'hui, elle est devenue un devoir. Chaque révolution laisse une empreinte. Celle-ci n'a pas gravé de statue, elle a gravé des circuits. Dans chaque foyer où la lumière vacille encore, il y a une question suspendue. Que faisons-nous de ce courant qui nous relie ? La réponse ne viendra ni des palais, ni des promesses, mais de la constance avec laquelle chacun allumera. Chaque jour, un peu plus de clarté. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a montré qu'un simple geste, réparer une lampe, redresser un drapeau, pouvait devenir une philosophie politique. À Madagascar, le colonel Randrian en a donné la suite logique. Transformer la lumière en institution. 2 pays, 2 flambeaux, un même souffle.
Si cette lueur a traversé le désert et l'océan, peut-être peut-elle atteindre aussi nos propres écrans, nos propres consciences, car la lumière, aujourd'hui, n'est plus une métaphore, c'est un engagement collectif. Et si cette génération africaine décidait, une bonne fois pour toutes, d'arrêter d'attendre l'aube pour enfin la devenir ?